Good evening, everyone. Thank you for joining us tonight for this meeting, which we will conduct in both official languages. Bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous ce soir pour cette rencontre que nous tiendrons dans les deux langues officielles. After the introduction, we will hear our guest presentation, followed by a Q&A. Après les présentations, nous entendrons l'allocution de notre invité, suivie d'une période de questions et réponses. Tonight's event is co-hosted by two pro-life organizations, Campaign Life Coalition, in short CLC, and Campagne Québec Vie. CLC is a national pro-life organization working at all levels of government, restoring full legal protection for every human being from conception to natural death. Campagne Québec Vie is CLC's close collaborator and the Canadian francophone pro-life group par excellence. L'événement de ce soir est animé par deux organismes pro-vie, Campagne nationale pour la vie et Campagne Québec Vie. La Campagne nationale pour la vie est une organisation pro-vie nationale œuvrant à tous les niveaux du gouvernement pour rétablir une protection juridique complète pour chaque être humain de la conception à la mort naturelle. Campagne Québec Vie est un proche collaborateur de la Campagne nationale pour la vie et le groupe pro-vie canadien francophone par excellence. On behalf of these two organizations, this meeting will be hosted by Jack Fonseca from CLC's head office in Hamilton, Ontario, who is also the director of CLC's political operations, George Bushimi from the head office of Campagne Québec Vie in Montreal, Quebec, also president of Campagne Québec Vie, as well as myself, Hannah Kepka, the government relations officer from CLC's Ottawa Bureau. Au nom de ces deux organisations, cette réunion sera animée par Jack Fonseca du siège social de la Coalition nationale pour la vie, située à Hamilton, en Ontario. Jack est également le directeur des opérations politiques de la Coalition nationale pour la vie. George Bushimi, du siège social de Campagne Québec Vie, situé à Montréal, au Québec, qui est également le président de Campagne Québec Vie. Et enfin moi-même, Hannah Kepka, agent de relations gouvernementales du bureau d'Ottawa de la Campagne nationale pour la vie. Our guest today is Cathay Wagantall, MP for Yorkton Melville, Saskatchewan, and a member of the Conservative Caucus in Ottawa. Cathay is well known to the pro-life community since the beginning of her tenure in Parliament, to which she was elected for the first time in 2015. Already as a rookie MP in her first year in office, she tabled in 2016 a private member's bill C-225, an act to amend the criminal code injuring or causing death of a preborn child while committing an offense, also referred to as Cassie and Molly's Law, which would provide legal protection to preborn victims of crime. And now, more recently, just over a year ago, on February 26, 2020, Cathay Wagantall introduced another private member's bill, C-233, an act to amend the criminal code sex-selective abortion, the purpose of which is to ban the practice of committing sex-selective abortions in Canada. As a private member's bill, C-233 was automatically reinstated from the previous session and is scheduled for a second reading in its first hour of debate in the House of Commons in just over 2 weeks from now, on Wednesday, April 14th. Notre invité aujourd'hui est Cathay Wagantall, députée de Yorkton Melville, Saskatchewan, et membre du caucus conservateur à Ottawa. Cathay est bien connue de la communauté pro-vie depuis le début de son mandat au Parlement en 2015. Déjà à cette époque, au cours de sa première année de mandat, elle a déposé en 2016 le projet de loi C-225, loi modifiant le code criminel, blesser un enfant à naître ou causer sa mort lors de la perpétration d'une infraction, également appelée loi de Cassie et Molly, qui offrirait une protection juridique aux bébés à naître victimes d'actes criminels. Plus récemment, il y a un peu plus d'un an, le 26 février 2020, Cathay Wagantall a présenté un autre projet de loi d'initiative parlementaire, C-233, loi modifiant le code criminel, avortement sélectif selon le sexe, dont le but est d'interdire la pratique des avortements sexo-sélectifs au Canada. En tant que projet de loi, l'initiative parlementaire
233 a été automatiquement rétabli à partir de la session précédente et doit faire l'objet d'une deuxième lecture et d'une première heure de débat à la Chambre des communes dans un peu plus de 2 semaines, le mercredi 14 avril. In a moment, I will invite MP Cathay Wagantall to tell us more about her bill and how all of us can help in fostering support for it among her parliamentary colleagues. After her presentation, George will present Cathy's message in French, following by a Q&A that he will conduct together with Jack. You can submit your questions. If you haven't done so yet, you can submit your questions through the chat function of the program. I wonder if everybody can see how you can open that function. It's at the top of the screen. There is a little bubble-like shape with 2 lines in it. That's what you need to click on in order to be able to send your questions. Dans un instant, j'inviterai la députée Cathay Wagantall à nous en dire plus sur son projet de loi et sur la façon dont nous pouvons tous contribuer à favoriser son appui parmi ses collègues parlementaires. Après son allocution, Georges présentera le message de Cathy en français, après quoi Jack et Georges animeront les questions-réponses en utilisant soit celles que vous nous avez envoyées, soit celles que vous nous enverrez durant la présentation en utilisant la fonction Q&A qui se trouve dans l'icône et en haut de l'écran. J'espère que tout le monde peut voir cette icône. C'est une sorte de petit cercle avec 2 lignes à l'intérieur. I will assistant Tristan McLaughlin. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue lors de cette présentation à l'assistant parlementaire de Cathy, qui est Tristan McLaughlin. Cathy, je vous invite à prendre la parole. Cathy, please take the floor. Last night, Campaign Life and ADF International hosted a side panel at the UN Commission on the Status of Women 65 conference. I was pleased to participate and present a movement that's taking place in Canada today regarding sex-selective abortion. I hope that this evening is an opportunity to be encouraged by my efforts as a Canadian Member of Parliament to bring forward legislation that protects preborn baby girls and reflects the values of most Canadians. Hier soir, la Coalition nationale pour la vie et ADF International, ou l'Alliance internationale pour la défense de la liberté, ont organisé un événement parallèle lors de la 65e session de la Commission sur le statut des femmes des Nations unies. J'ai eu le plaisir de participer et de présenter un mouvement qui se déroule au Canada aujourd'hui concernant l'avortement sexo-sélectif. Ce soir, j'espère vous encourager par mes efforts, en tant que députée canadienne, de présenter un projet de loi qui protégerait les bébés à naître de sexe féminin, un projet qui reflète les valeurs de la plupart des Canadiens et Canadiennes. Violence against women is condemned in the 1995 United Nations Beijing Declaration and Platform for Action, and the violence condemned includes forced sterilization and forced abortion, coercive forced use of contraceptives, female infanticide, and prenatal sex selection. La violence à l'égard des femmes est condamnée dans la Déclaration de Beijing et le Programme d'action des Nations unies de 1995. La violence condamnée comprend la stérilisation forcée et l'avortement forcé, l'utilisation coercitive forcée de contraceptifs, l'infanticide féminin et la sélection prénatale de par le sexe du bébé. In 2011, an interagency statement by UN Women, the OHCHR, UNFPA, UNICEF, and the WHO called for a renewed effort by government and civil society to address the deeply rooted gender discrimination against women and girls, which lies at the heart of sex selection abortion. Another 10 years have passed since that statement. We all know words are meaningless no matter where they originate, if they are simply words and no more. En 2011, une déclaration commune de plusieurs agences de l'ONU, Femmes, HCDH, FNUAP, de l'UNICEF et de l'OMS, a appelé le gouvernement et la société civile à redoubler d'efforts pour lutter contre la discrimination sexiste profondément enracinée,
à l'égard des femmes et des filles qui est au cœur de l'avortement sexo-sélectif. 10 autres années se sont écoulées depuis cette déclaration. Je pense qu'il est temps pour tous les États membres, ONU Femmes et la société civile de respecter ces engagements en faveur de l'autodétermination de toutes les femmes et de toutes les filles. Nous savons tous que les mots n'ont pas de sens, quelle que soit leur origine, s'ils ne sont que des mots et rien de plus. While it's common and very important to point to large, troubling sex ratios at birth in India and China, as well as cultures where boys are deemed more essential than girls, we should not discount the impact of this practice in OECD member states such as our country, Canada, where male to female sex ratios as high as 1.96 have been recorded. S'il est courant et très important de signaler de grandes disparités statistiques entre les sexes à la naissance en Inde et en Chine, ainsi que dans des cultures où l'enfant garçon est jugé plus essentiel que la fille, n'écartons pas l'impact de cette pratique dans les États membres de l'OCDE, comme le Canada, où des ratios masculins-féminins atteignent 1,96 ont été enregistrés. The absence of any law to protect baby girls in the womb means that sex-selective abortion is permissible in Canada. In other words, in Canada, we have no laws against abortion. We are the only democratic country that has no laws. And the only other country that also fails in any way to protect preborn children is North Korea. L'absence de toute loi pour protéger les fillettes stipule que l'avortement sélectif en fonction du sexe est autorisé au Canada. Au Canada, nous n'avons aucune loi contre l'avortement. Nous sommes le seul pays démocratique à ne pas avoir de loi et le seul autre pays qui échoue de quelque manière que ce soit à protéger les enfants à naître est la Corée du Nord. Yes, so on February 26, 2020, as Hannah has stated, I introduced the Sex Selective Abortion Act, Bill C-233, in the House of Commons. This enactment amends the criminal code to make it an offense for a medical practitioner to perform an abortion knowing that the abortion is sought solely on the grounds of the child's genetic sex. It also requires the Minister of Health, in consultation with representatives of the provincial governments responsible for health, to establish guidelines respecting information provided by a medical practitioner in relation to a request for an abortion. Le 26 février 2020, j'ai déposé la loi sur l'avortement sélectif en fonction du sexe, ou projet de loi C-233, à la Chambre des communes. Ce texte modifie le code pénal pour ériger en infraction la pratique d'un avortement par un médecin sachant que l'avortement est demandé uniquement sur la base du sexe génétique de l'enfant. Il oblige également le ministre de la Santé, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux responsables de la santé, à établir des lignes directrices concernant les informations fournies par un médecin dans le cadre d'une demande d'avortement. Oui. Sex-selective abortion happens in Canada and should not be permissible in a society that advocates for the equality of the sexes. Adopting appropriate legislation to end discrimination against any person based on sex is part of Canada's commitment to advancing human rights, and yet no action on the part of our federal government for decades. My bill addresses inequality between the sexes at the earliest stages of life. L'avortement sexo-sélectif a lieu au Canada. C'est inacceptable dans une société qui prône l'égalité des sexes. L'adoption de lois appropriées pour mettre fin à la discrimination contre toute personne fondée sur le sexe fait partie de l'engagement du Canada à faire progresser les droits de la personne. Mon projet de loi traite de l'inégalité entre les sexes au tout premier stade de la vie. Canada is a country that values equality of the sexes, and sex-selective abortion inherently denies the equal value of boys and girls. If a baby girl is unwanted simply because she is a girl, well, I'm pleased to say that most Canadians believe that this has gone too far. A new reality is rising in Canada. Le Canada est un pays qui valorise l'égalité des sexes et l'avortement sélectif en fonction du sexe nie en soi l'égalité de la valeur des garçons et des filles. Si une petite fille n'est pas désirée simplement parce qu'elle est une fille, je suis heureuse de dire que la plupart des Canadiens croient
que les droits à l'avortement sont allés trop loin. Une nouvelle réalité se fait jour au Canada. A very recent national poll found that a majority of Canadians would be more likely to support a political party if that party promised to legally restrict sex-selective abortion in Canada. Among the results, 52% of Canadians overall, 56% of those with a postgraduate degree, 58% of those who voted Conservative in 2019, 51% of those who voted Liberal, and 61% of those who voted for the Bloc would be moderately to much more likely to vote for a party that promised to restrict sex-selective abortion. This critical mass is reason enough for political parties to do what Canadians are demanding they do, legally restrict sex-selective abortions in Canada. Un sondage national très récent a révélé qu'une majorité de Canadiens seraient plus susceptibles d'appuyer un parti politique si ce parti promettait de restreindre légalement l'avortement sexo-sélectif au Canada. Parmi les résultats, 52% de l'ensemble des Canadiens, 56% de ceux qui ont un diplôme d'études supérieures, 58% de ceux qui ont voté conservateur en 2019, 51% de ceux qui ont voté libéral et 61% de ceux qui ont voté pour le Bloc seraient modérément jusqu'à beaucoup plus susceptibles de voter pour un parti qui promettrait de restreindre l'avortement sélectif en fonction du sexe. Cette masse critique est une raison suffisante pour que les partis politiques fassent ce que les Canadiens exigent d'eux, restreindre légalement les avortements sexo-sélectifs au Canada. Evidently, then, there is unity across this country for Canada to assert itself on this fundamental human rights issue. This poll result comes less than a year after the results of a 2019 Dart and Maru Blue poll conducted for the National Post, which found that 84% of Canadians believe it should be illegal to have an abortion if the family does not want the baby to be a certain sex. De toute évidence, il y a une unité partout au pays pour que le Canada puisse s'affirmer sur cette question fondamentale des droits de la personne. Ce résultat de sondage intervient moins d'un an après les résultats d'un sondage Dart et Maru Blue de 2019 mené par le National Post, qui a révélé que 84% des Canadiens croient qu'il devrait être illégal de se faire avorter si la famille ne veut pas du bébé d'un certain sexe. I have been honored and humbled by the support I've received from thousands of Canadians opposed to sex-selective abortion. These 2019 poll results only reinforce the fact that Canadians are united on the need to set reasonable boundaries on abortion that reflect Canadian values at home and on the world stage. J'ai été honoré et touché par le soutien que j'ai reçu de milliers de Canadiens et Canadiennes opposés à l'avortement sexo-sélectif. Les résultats de ce sondage de 2019 ne font que renforcer le fait que les Canadiens et Canadiennes sont unis sur la nécessité de fixer des limites raisonnables à l'avortement qui reflètent les valeurs canadiennes chez nous et sur la scène mondiale. Paper petitions that I and my colleagues have presented in the House of Commons state that whereas sex selection abortion is legal in Canada, as Canada has no legal restrictions on abortion, sex-selective abortion is antithetical to our commitment to equality between men and women. A 2019 Dart and Maru Blue poll conducted for the National Post showed that 84% of Canadians believe it should be illegal to have an abortion if the family does not want the child to be a certain sex. International organizations, including the World Health Organization, United Nations Women, and United Nations Children Fund, have identified unequal sex ratios at birth as a growing problem internationally. Canada's healthcare profession recognizes sex selection as a problem. Therefore, we, the undersigned citizens of Canada, call upon the House of Commons to pass a criminal code prohibition of sex selection abortion. Les pétitions papier que mes collègues et moi-même avons présentées à la Chambre des communes déclarent que, attendu que l'avortement sexo-sélectif est légal, car le Canada n'a aucune restriction légale sur l'avortement sexo-sélectif est contraire à notre engagement en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Un sondage DART et Maru Blue de 2019 réalisé pour le National Post a montré que 84% des Canadiens croient qu'il devrait être illégal de se faire avorter si la famille ne veut pas que l'enfant soit d'un sexe ou de l'autre. Des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies pour les femmes et les Fonds des Nations unies pour l'enfance ont identifié les inégalités de ratio garçon-fille à la naissance comme un problème croissant au niveau international. Les professionnels de la santé au Canada reconnaissent la sélection du sexe du bébé comme un problème. Par conséquent, nous, citoyens sous-signés du Canada, demandons à la Chambre des communes d'adopter un code criminel interdisant l'avortement sexo-sélectif. So, every time a petition of no less than 25 signatures is presented, the Minister of Justice is to respond. This is an advantage of paper petitions in that they allow many people to rise in the House to show support for the issue. Justice and Attorney General of Canada, the Honourable David Lamette's response to these petitions states, quote, "The Government of Canada condemns all practices that are motivated by discriminatory views of women and girls, including sex-selective practices. In Canada, the administration and funding of healthcare services is a provincial responsibility that falls under the purview of the provincial governments. As is in the Canada procedures, the delivery of abortion services is determined by the policies of the provincial governments and the standards set by the medical profession itself." End quote. Chaque fois qu'une pétition d'au moins 25 signatures est présentée, le ministre de la Justice doit répondre. C'est un avantage des pétitions sur papier, car elles permettent à de nombreux députés de se lever à la Chambre pour manifester leur soutien à la question. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Lametti, a répondu ainsi à ces pétitions. Et je cite, « Le gouvernement du Canada condamne toutes les pratiques motivées par des opinions discriminatoires à l'égard des femmes et des filles, y compris les pratiques sélectives en fonction du sexe. Au Canada, l'administration et le financement des services de santé sont une responsabilité provinciale qui relève de la compétence des gouvernements provinciaux. Comme c'est le cas pour d'autres procédures médicales, la prestation des services d'avortement est déterminée par les politiques des gouvernements provinciaux et les normes établies par la profession médicale elle-même. » Fin de la citation. So although the minister is correct about the provincial responsibility for procedural policies in regard to abortion, our federal government has already created a precedent in law in regards to sex selection. Specifically, sex selection is already illegal in the case of embryos under the Assisted Human Reproduction Act 2004, Section 5(1)(e). In order to expand this protection to all preborn children, a criminal prohibition must be added to the criminal code. Bien que le ministre Lametti ait raison sur la responsabilité provinciale en matière de politique procédurale, en ce qui concerne l'avortement, notre gouvernement fédéral a déjà créé un précédent juridique en ce qui concerne la sélection du sexe. En particulier, la sélection du sexe du bébé est déjà illégale dans le cas des embryons sujets à la loi sur la procréation assistée de 2004, article 5, section 1E. Afin d'étendre cette protection à tous les enfants à naître, une interdiction pénale doit être ajoutée au code criminel. As well, following two 2016 studies peer-reviewed and published in the Canadian Medical Association Journal, the Canadian Medical Association has indicated that sex-selective abortions are a problem in Canada. De plus, l'Association médicale canadienne a indiqué que les avortements sélectifs selon le sexe sont un problème au Canada, à la suite de 2 études de 2016 examinées par des pairs et publiées dans le journal de l'Association médicale canadienne. Canada's healthcare profession has shown concern about sex-selective abortion and discourages the practice. In 2007, the executive of the Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada, SOGC,
issued a statement that medical technologies for the sole purpose of gender identification in pregnancy should not be used to accommodate societal preferences, and that the SOGC does not support termination of pregnancy on the basis of gender. Les professionnels de la santé au Canada se sont montrés préoccupés par l'avortement sélectif selon le sexe et en découragent la pratique. En 2007, la direction de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, SOGC, a publié une déclaration selon laquelle les technologies médicales servant à l'identification du sexe pendant la grossesse ne devraient pas être utilisées pour répondre aux préférences culturelles et que la SOGC n'appuie pas l'interruption de la grossesse sur la base du sexe. The College of Physicians and Surgeons of Ontario and the College of Physicians and Surgeons of British Columbia and Saskatchewan also echo the SOGC's view. Clearly, these views of our medical professionals, coupled with the views of the majority of Canadians, indicate it is past time to bring the Sex-Selective Abortion Act into law. L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario, l'Ordre des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique ainsi que celui de la Saskatchewan ont également fait écho à l'opinion de la SOGC. Il est clair qu'avec ces points de vue et ceux de la majorité des Canadiens, il est plus que temps de faire adopter la loi sur l'avortement sexo-sélectif. One argument against criminalizing sex selection abortion is that it's racist and discriminates against particular ethnic groups. Well, in its statement, the Vedic Hindu Cultural Society of British Columbia declared that C233 is a reasonable limit on abortion that would work to enhance Canada's human rights image. L'un des arguments contre la criminalisation de l'avortement sexo-sélectif est qu'il est raciste et discriminatoire à l'égard de certains groupes ethniques. Cependant, dans sa déclaration, la Vedic Hindu Cultural Society a déclaré que le C233 est une limite raisonnable à l'avortement qui contribuerait à rehausser l'image du Canada en matière de droits de la personne. And the United Sikhs is a UN-affiliated, international, non-profit, non-governmental, humanitarian relief, human development, and advocacy organization aimed at empowering those in need, especially disadvantaged and minority communities around the world. My letter of endorsement, signed by Sukhwinder Singh, the Canadian National Director of United Sikhs, and I quote, C233 proposes a reasonable limit that would reflect Canada's respect for human rights at all stages of life. The practice of sex selection abortion takes place in Canada, and it is our duty to defend those whose lives would be ended simply because of their sex. End quote. The United Sikhs, ou les Sikhs unis, est une organisation internationale à but non lucratif, non gouvernemental, de secours humanitaire, de développement humain et de plaidoyer affiliée aux Nations unies, qui vise à responsabiliser ceux qui en ont besoin, en particulier les communautés défavorisées et minoritaires à travers le monde. La lettre d'approbation signée par Sukhwinder Singh, le directeur national canadien des Sikhs unis, note que C233, et je cite, propose une limite raisonnable qui reflèterait le respect des droits de la personne par le Canada à toutes les étapes de la vie. L'avortement sélectif a lieu au Canada et il est de notre devoir de défendre ceux dont la vie serait interrompue simplement à cause de leur sexe. Fin de citation. So the majority of Canadians have indicated that our criminal code must reflect the value of Canadians, and their government must act now to condemn this practice and make it clear to all that Canada values women and equality. Another argument against bringing in a law is that choosing to abort a baby girl simply because she is a girl rarely takes place in Canada, compared to countries like China and India. Here I would point out that both China and India have laws against sex-selective abortion.
both because the practice has caused huge imbalances between the sexes, which has exacerbated increased abuse and violence towards women. La majorité des Canadiens a indiqué que notre code criminel doit refléter les valeurs des Canadiens et que leur gouvernement doit agir maintenant pour condamner cette pratique et faire comprendre à tous que le Canada valorise les femmes et l'égalité. Un autre argument contre l'adoption d'une loi est que le choix d'avorter une petite fille simplement parce qu'elle est une fille a rarement lieu au Canada, comparativement à des pays comme la Chine et l'Inde. Ici, je voudrais souligner que la Chine et l'Inde ont des lois contre l'avortement sélectif. Des lois contre l'avortement sélectif en fonction du sexe. La pratique a provoqué d'énormes déséquilibres entre les sexes qui ont été exacerbés, l'augmentation des abus et de la violence envers les femmes. The number aborted is not an excuse for this practice of choosing a child in the womb based on its sex. In the preamble of the Declaration of the Rights of the Child, 1959, the statement, "The child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection before as well as after birth." This affirms international recognition of the value of a child at conception. Le nombre d'enfants avortés n'est pas une excuse pour la pratique de choisir un enfant dans l'utérus en fonction de son sexe. Dans le préambule de la Déclaration des droits de l'enfant de 1959, la déclaration, et je cite, « L'enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin de garanties et de soins spéciaux, y compris une protection juridique appropriée avant et après la naissance. » Affirme reconnaissance internationale de la valeur de l'enfant à la conception. Oui. Article 6 of the Convention on the Rights of the Child, 1989, says state parties recognize that every child has the inherent right to life. State parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child. If there is even one female preborn child who is terminated because of her sex, we need to act. Alors, l'article 6 de la Convention cite, et je cite, « Les parties reconnaissent que chaque enfant a le droit inhérent à la vie. Les États qui font partie de cet accord doivent assurer au maximum la survie et le développement de l'enfant. S'il n'y a qu'un enfant de sexe féminin qui est avorté à cause de son sexe, nous avons besoin d'agir. » Oui. Another myth is that abortion is a woman's right. Many UN agencies and member states, including our current Canadian government, are determined to enshrine the term sexual and reproductive health and rights into UN documents. This is an umbrella term for abortion rights. The reason why there is no consensus on abortion being a human right is because many member states continue to reject this terminology and the notion that a right to abortion exists. Un autre mythe est que l'avortement est un droit de la femme. De nombreux organismes des Nations unies et États membres, y compris notre gouvernement canadien actuel, sont déterminés à inscrire le terme « santé et droits sexuels et reproductifs » dans les documents des Nations unies. C'est un terme générique pour « droit à l'avortement ». La raison pour laquelle il n'existe pas de consensus sur le fait que l'avortement est un droit de l'homme est que de nombreux États membres continuent de rejeter cette terminologie et l'idée qu'un droit à l'avortement existe. For the past 5 years, Trudeau's government has been constantly repeating the lie that abortion is a woman's right, as to change public opinion on this issue beyond the extreme perspective of pro-abortion advocates. However, in reality, founding UN documents clearly state that the right to life includes the right to life for all human beings before and after birth. There is no universal right to abortion. I have spoken to many Canadians, including a recent group of college students attending a women's study class, who were in disbelief that a country like Canada would permit this type of abortion. They, like the majority of Canadians, believe that there were
believed that there were laws and abortion was limited to the first 3 months of pregnancy. Depuis 5 ans, le gouvernement Trudeau répète constamment le mensonge selon lequel l'avortement est un droit de la femme, pour changer l'opinion publique sur cette question au-delà de la perspective extrême des partisans de l'avortement. Cependant, en réalité, les documents fondateurs de l'ONU indiquent clairement que le droit à la vie inclut le droit à la vie pour tous les êtres humains, avant et après la naissance. Il n'y a pas de droit universel à l'avortement. J'ai parlé à de nombreux Canadiens et Canadiennes, y compris un groupe récent d'étudiantes et étudiants qui fréquentaient un cours d'études féminines et qui ne croyaient pas qu'un pays comme le Canada autoriserait ce type d'avortement. Comme la majorité des Canadiens, ils croyaient qu'il y avait des lois et que l'avortement était limité aux 3 premiers mois d'une grossesse. In the Post-Millennial, a March 7th, 2020 article states that sex-selective abortion is a cause that unites us in Canada. While some oppose abortion and some promote it, we should all be able to stand side by side against sex-selective abortion, as we all have an interest in standing against gender inequality. Dans le Post-Millennial, un article du 7 mars 2020 déclare que l'avortement sélectif en fonction du sexe est une cause qui nous unit au Canada. Alors que certains s'opposent à l'avortement et certains le promeuvent, nous devrions tous être en mesure de nous tenir côte à côte contre l'avortement sélectif en fonction du sexe, car nous avons tous intérêt à lutter contre l'inégalité entre les sexes. On se rend compte que si une petite fille n'est pas désirée simplement parce qu'elle est une fille, l'avortement à la demande est allé trop loin et nous devons réagir. There's a realization that if a baby girl is unwanted simply because she's a girl, abortion on demand has gone too far and we must respond. As a Canadian Member of Parliament, I am seeking to respond to the conviction of the vast majority of our population that sex selection abortion should be illegal in Canada. As those who share my conviction that abortion is wrong and every life is sacred from the moment of conception, I ask you to support my private member's Bill C-233, the Sex Selection Abortion Act. En tant que députée canadienne, je cherche à répondre à la conviction de la grande majorité de notre population que l'avortement sélectif selon le sexe devrait être illégal au Canada. En tant que ceux qui partagent ma conviction que l'avortement est mal et que chaque vie est sacrée dès la conception, je vous demande d'appuyer mon projet de loi d'initiative parlementaire C-233, loi sur l'avortement sélectif selon le sexe. One way to assist is to reach out to as many people as possible to sign the electronic E3161 to be tabled in the House of Commons on April 10th, 2021. Unlike paper petitions, signatures and personal information submitted through an e-petition is not available to members of Parliament in any way. All personal information is protected until the petition is presented, and then it's destroyed. Une façon d'aider est de contacter autant de personnes que possible pour signer la pétition électronique E3161 qui sera déposée à la Chambre des communes le 10 avril 2021. Contrairement aux pétitions sur papier, les signatures et les renseignements personnels soumis au moyen d'une pétition électronique ne sont pas disponibles pour les députés d'aucune manière. Tous les renseignements personnels sont protégés jusqu'à ce que la pétition soit présentée, puis détruite. The disadvantage is that it cannot be presented by a number of supporting MPs, just by myself. As well, if you wish to encourage your member of Parliament to support the bill, a good way to do so is to meet with him or her, ask them to support the bill face-to-face, and hand them a stack of paper petitions with signatures of their constituents that you provide to them as proof that the issue is important to their voters. L'inconvénient des pétitions électroniques est qu'il ne peut pas être présenté par un certain nombre de députés de soutien. De plus, si vous souhaitez encourager votre député à appuyer le projet de loi, une bonne façon de le faire est de le rencontrer
de lui demander d'appuyer le projet de loi et de lui remettre une pile de pétitions papier avec des signatures de ses électeurs que vous leur fournissez comme preuve que la question est importante pour leurs électeurs. As 61% of Bloc voters would support legislation to end sex-selective abortion, then your members of parliament, if they are not Bloc members, should as well. The fear of losing their seat can be offset by realizing this fact and by knowing that a significant portion of their riding wants to see a law in place. Comme 61% des électeurs du Bloc québécois appuieraient une loi visant à mettre fin à l'avortement sélectif selon le sexe, ils devraient également le faire, c'est-à-dire les députés du Bloc. La peur de perdre leur siège peut être compensée en réalisant ce fait et en sachant qu'une partie importante de leur circonscription veut voir une loi en place. I understand and I appreciate that many pro-life organizations have implemented their own petitions on this matter. I know that this is a means of growing your base and securing financial support. That's fine. However, a secret list that represents real live voters does not speak to the people who have been elected to the House of Commons or appointed to the Senate the way something in their hands will do. Alors, je comprends et apprécie que de nombreuses organisations pro-vie aient mis en œuvre leur propre pétition. Je sais que c'est un moyen de développer votre base de données et d'obtenir un soutien financier. Cependant, une liste secrète représentant de vrais électeurs vivants ne s'adresse pas aux personnes qui ont été élues à la Chambre des communes ou nommées au Sénat. All of my resources are available at cathaywagantall.ca, and the e-petition is available by inserting the words petition E-3161-petitions in your browser, and it will come up in both English and Francais, and you can fill it out there. I want to thank you so much for this opportunity to share with you, to speak with you about this important issue, and I look forward to your questions. Alors, toutes mes ressources sont disponibles sur le site web cathaywagantall.ca. La pétition électronique est disponible en insérant dans votre navigateur pétition E3161 pétition ourcommons.ca dans votre navigateur. Merci pour cette occasion de vous parler de cette question importante. Vos questions sont les bienvenues. Merci. Okay. Well, this is Jack Fonseca at Campaign Life Coalition headquarters in Hamilton, Ontario, and I would like to thank very much Cathay, MP Cathay Wagantall for her wonderful presentation. Georges, si vous... Oui, alors, c'était Jack Fonseca de l'organisation Campaign Life Coalition. Il est basé à Hamilton, en Ontario, et il aimerait remercier la députée Cathay Wagantall pour sa merveilleuse présentation. Et il aimerait aussi animer cette séance de questions-réponses. And, you know, I'd just like to say as well that Campaign Life Coalition is so very pleased that Cathay made the effort and the sacrifice to put forward this pro-life private members bill to protect children in the womb from this form of discrimination. And as an organization, you know, we hope that this will open more hearts and minds on the issue of the right to life overall, that as more Canadians learn about the sanctity of life and the right to life, from the discussion and debate that this issue can engender across Canada, that it will open their hearts and minds to the need to protect all children in the womb and restore the legal protection that has been taken away from them since 1969. Mm-hmm. Alors, ce que Jack disait, c'est que c'est une initiative qui permettra de commencer à faire le long chemin vers une
protection complète de l'enfant à naître qui a été enlevée à l'enfant à naître avec le projet de loi Omnibus de Pierre Elliott Trudeau en 1969. Okay. So with that, we will move to the first question. Are you ready, Cathay? Sure, let's go. Okay. Wonderful. All right, we have a question from the chat from Marielle. And the question she provided in French, so I think I can, my high school and university French is probably still good enough, even though very rusty, good enough to read a question. So you can take a break, George, on this one. OK, alors Jack va lire la question en français. Okay. Il va pratiquer son français d'école secondaire. Oui. Bonjour, Madame Wagantall. Est-ce que ce projet de loi inclut les deux sexes ou seulement pour les filles? Si quelqu'un voulait un avortement parce qu'au contraire ne veut pas un garçon. So, So Madam I'll translate into English. Yes, go for it. So the question is, does this law only protect baby girls? But what happens if somebody wants to abort a child because it's male? Does this law also protect in that case? Thank you, Marielle. Yes, absolutely. What this does is not allow the choice based on the preference of the family. And you are correct to indicate that actually this does happen. It's not always just baby girls. That is usually the case. But as an example, in Canada, there's a desire sometimes for what is called a designer family, where parents want a boy and a girl. And so this does happen in that case as well, definitely. And both are covered by this piece of legislation, would be, yeah. Thank you, Cathay. And anyone else, if you have a question, please feel free to type it into the chat right now. En There's two français? raised hands. Alors, les gens qui veulent poser des questions, je vois deux mains levées là. S'il vous plaît, mettre vos questions en format écrit dans le chat, s'il vous plaît. Alors, il y a Shauna et Suzanne qui ont des questions. Et nous attendons que vous mettez vos questions en format écrit, si possible. Okay. So, Shauna, thank you for your question. Or Shauna's question, MP Wagantall, is, have you had or have you any suggestions as how to meet with my MP? I have requested this many times, but he refuses to meet with me. Interesting. You should give me his name, and I will ask the question in the House why an individual who wants to meet with their member of parliament from such and such does not make himself available. Thank you for that answer. So, Shauna, if you would like to respond with the MP's name, or if you prefer to have it private, you could send it to Hannah at campaignlifecoalition.com. That's Hannah at campaignlifecoalition.com, spelled HANNA at campaignlifecoalition.com, and she will pass it on to Cathay. If you're not shy, go ahead and put it into the chat. I would say, too, that whenever you choose to meet with your member of parliament, always do it with grace and respect. And what you're presenting to them, it may be something that is challenging to them to support, but just express that as a constituent, it's so important to you that they realize that this is a high value to you and that you would appreciate them respecting and choosing to support C233 if that is what it's about. But at any time, yeah, it is difficult with COVID. No question, but at the same time, most do have some time where you could meet by Zoom, if nothing else. Alors, pour résumer la réponse de Mme Wagantall, c'est difficile en ces temps de COVID de visiter en personne, bien sûr, mais il y a des moyens quand même de rencontrer son député par Zoom ou par Teams ou un autre moyen virtuel. Et de cette manière-là, vous pouvez rencontrer la personne. En plus, elle suggère qu'il faut toujours être très gracieux, très poli avec son député, même si on pense que notre cause est très noble et qu'on veut vraiment faire
notre argumentation de façon persuasive, il vaut mieux être gracieux et poli. Okay. Now, Kathy, you mentioned during your presentation a number, a fact that I thought was jaw-dropping that might possibly have gone over the heads of our viewers because it was expressed as a number. And you said that in Canada, even if I didn't hear you incorrectly, that male to female sex ratios have been recorded as high as 1.96. Would you mind restating that in a way that might drive it home better for our viewers, what that 1.96 actually means? Alors, Cathay, I'll just repeat the question in French. Alors, Monsieur Fonseca a souligné que durant la présentation de Madame Wagantall, on parlait d'un ratio de 1,96 femelles à mâles observés au Canada. Puis, il voulait que Madame Wagantall répète et explique un peu qu'est-ce que ça veut dire pour que ce fait-là soit plus facilement saisi. Okay, so I will try to do this a few sentences at a time. So in Canada, there is no requirement to record information in regards to abortions because they're considered legal and there is no rules and regulations around them. Alors, au Canada, il n'y a pas d'obligation stricte d'enregistrer des statistiques sur l'avortement car c'est un acte parfaitement légal selon la loi et donc il n'y a pas de raison pour enregistrer cet acte. And so the way that it has been done to try to make these determinations is mostly through studies, and they have done specifically been done on ethnic communities and with ethnic involvement in the research. And so what they do is try to come up with an understanding of those numbers based on how many girls are born versus how many boys are born. Alors, puisque ces statistiques ne sont pas faciles à obtenir, elles sont obtenues par le biais d'études qui impliquent des communautés culturelles et ces études-là révèlent certaines statistiques. Right. So this is quite a significant number, but at the same time, we have to take into account that this is on specific studies in Canada, definitely in Canada, but mostly related to ethnic communities. Alors, ce chiffre de 1,96, c'est-à-dire on a observé dans certaines communautés culturelles 2 fois plus de garçons qui naissaient par rapport aux filles. Donc, on a vu que dans certaines communautés culturelles où cette étude avait eu lieu, on pouvait observer que 2 fois plus de garçons naissaient que de filles dans ces communautés-là, ce qui veut probablement dire qu'il y a une sélection selon le sexe des enfants à naître. Right. And I would like to just add that it is very significant that the Sikh and Hindu communities have come out in support of my bill because what they are saying is that they want these cultural choices to better reflect what they see as what should be Canada's values as well. Alors, Madame Wagantall tient à répéter que les communautés culturelles sikhes et hindoues sont d'accord avec ce projet de loi parce qu'ils voient ces pratiques culturelles comme ayant un besoin de s'adapter à celles du Canada qui sont, selon ces communautés culturelles, seraient davantage idéales. Merci. Okay. Thank you, Kathy, for that well-explained answer. And yeah, again, I mean, I find that extremely shocking that because 1.96 means that for every 100 girls born, there are 196 boys born. And that's a tremendous gender imbalance, albeit for just a segment of the population. But along that lines, we are aware that sex-selective abortion
in different countries in the world where it's practiced extensively has had unintended consequences, such as, for instance, sexual slavery has been caused to arise, where women, it has led to sexual slavery of women because the men are not able to find brides, to find wives. And in addition, we've read reports of wife swapping in certain villages where there's very few women compared to the ratio of men, where, for instance, you might have two brothers sharing a wife between them. And I wonder if you might comment if you've read or any research on that yourself. Translation, please. Yes, alors, M. Fonseca a observé qu'en Chine et dans d'autres pays, on observe des phénomènes culturels épouvantables reliés à l'avortement sexo-sélectif, puisqu'il n'y a pas assez de femmes dans ces pays-là. Il y a un phénomène d'esclavage sexuel, puisque les hommes n'ont pas de femmes avec lesquelles se marier. Alors, la prostitution et l'esclavagisme sexuel est en hausse. Il y a même un genre d'échangisme ou de polygamie où deux frères, par exemple, se partageraient une femme. Donc, est-ce que Cathay Wagantall aurait observé ou lu au sujet de phénomènes aberrants comme ceux-là? Yes, thank you for that question, Jack. Absolutely. Even with the discoveries through the Commission on the Status of Women, you know, they talk a lot about the violence and the inequalities. And so much of this is impacted as well by a lack of baby girls, which then corresponds into a lack of women as well. So we find, as you said, wife sharing, child brides become an issue, going to other countries, slavery, kidnappings, intimate partner violence when a woman wants to have that baby girl and the partner doesn't want it. There are all kinds of complications due to this issue of sex selection abortion. Alors, il y a toutes sortes de phénomènes aberrants. Il y a aussi les hommes qui n'ont pas de femmes de leur âge, s'en vont vers les âges mineurs, s'en vont puiser dans la génération montante puisqu'ils n'ont pas de femmes contemporaines, d'âge contemporain, et d'autres, et des violences conjugales, parce que, par exemple, si une femme veut garder son enfant femelle, souvent l'homme va violenter cette femme parce qu'il ne veut pas de cet enfant femelle. Thank you for that answer, Kathy. The next question comes from the chat from Suzanne, and she did provide it in French. She asks, j'aimerais connaître les dates du dépôt de votre modification, toutes les étapes et les dates, s'il vous plaît. So Suzanne asks, Kathy, I would like to know the dates of your bill, the relevant dates for your bill at the different stages, please. Okay, sure. Right now, I am at second reading, first hour of debate on April 14th. So, and the petition, the e-petition, ends on April 10th. Thank you very much. I can say more to it if you want right now, or just you want to say that first. Okay, Go alors ahead, George. la deuxième, c'est au stade de la première heure lecture, et ensuite, le 10 avril, ce sera le moment où il va y avoir une deuxième étape. Okay. So then there's a second hour of this second reading for debate, but I don't know when that will be yet. Probably towards the end of May. It depends on how much legislation the government tries to fit in. And if we try to stop it, it messes up the days and it can postpone my next sitting. But it should be towards the end of May if we don't get called into an election. Alors, la deuxième partie ou la deuxième lecture du projet de loi devrait avoir lieu vers la fin du mois de mai s'il n'y a pas d'interruption due à
un déclenchement d'une élection. Okay, thank you very much for that answer, Kathy. And I neglected to read part of Suzanne's part of her question, or a preface to her question. She asked if we could read that. So it was Bonsoir, Madame Wagantall. Mon nom est Suzanne Lefebvre. J'ai été candidate avec le Parti Héritage Chrétien dans la circonscription du Papineau en 2019. So she said, my name is Suzanne Lefebvre. I was a candidate with the Christian Heritage Party in the 2019 election in the riding of Papineau. And so we have with us here someone else who opposed the Liberal government, along with yourself. Bravo. All right, thank you, Suzanne. Another question. Kathy, I wonder if you have any insights. How can a self-described feminist prime minister possibly justify voting against sex-selective abortions targeting primarily baby girls? If you have any insights on that at all. Alors, la question de Jack, c'est comment notre autoproclamé féministe comme notre premier ministre Justin Trudeau peut-il justifier ce statu quo d'avortement sexo-sélectif légal? Comment ne pourrait-il pas vouloir faire passer une loi comme celle proposée par Mme Wagantall? I see. Thank you for the question. You know, first off, I'll just preface that with this Prime Minister does a lot of things that I don't know how he chooses to do what he does. That being said, I know that there is a great deal of tension across the House in regards to my bill. I have also spoken to the leader of the bloc and indicated that 61% of people who voted for him in the last election would support my bill if it was something that their party put forward. So I said to him, I think you need to take a look at this and consider supporting it, which he responded to me that he would go and he would take a look at it. He asked if I had sent him my material, and I said, absolutely. So you have to constantly be sending this information and reaching out. So I am hopeful just by the response of Mr. Lametti, that they do, while they are admitting and agreeing that this is inappropriate, I think the approach they might take, and I don't know for sure, of course, is that they may say, well, it's a provincial responsibility. And of course, we have an argument to that because they've gone ahead and put in significant laws around assisted suicide, which is, you know, the implementation of all of that is at the provincial level. So. Alors, Mme Wagantall dit qu'effectivement, au sein du Parti libéral, il semble y avoir un grand malaise entourant cette question d'avortement sexo-sélectif et le projet de loi de Mme Wagantall. Justin Trudeau, ou disons le parti, a demandé que ce projet de loi soit partagé et qu'il le lise attentivement. Mais selon les commentaires du ministre de la Justice, David Lametti, Cathay Wagantall a tendance à croire que la stratégie sera de simplement donner la responsabilité au gouvernement provincial. De dire, cette question d'avortement sexo-sélectif n'est pas de ressort fédéral, mais de santé, donc au provincial. Et Cathay Wagantall répond à cet argument que non, c'est pas vrai que ce genre de questions est toujours dévolué aux gouvernements provinciaux. Pour le cas de la procréation assistée, il y a des lois fédérales qui encadrent le choix du sexe. Donc, ici aussi, nous pouvons avoir une loi fédérale qui encadre pour l'avortement le choix du sexe. Thank you, Kathy. Next question. Are there
do you think that there may be Liberal, NDP, and Bloc MPs who secretly agree with banning this horrendous practice of sex-selective abortion, but for fear of upsetting the leader of their party, might vote no against it or abstain? Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des membres du parti NPD ou du Bloc québécois ou du Parti vert ou autre qui, dans leur fort intérieur, dans leur conscience, voudraient voter pour le projet de loi de Mme Wagantall, mais qui ont peur d'être punis par leur chef? Est-ce que c'est une réalité, cela? Yes. Short answer is yes. With Cassie and Molly's law, which was not an abortion law, it was dealing with a woman who was pregnant and a third party attacked her knowing she was pregnant and caused injury or death to her baby. And there's no recognition in our laws of that second life being injured or destroyed. And even then, all parties other than the Conservative Party whipped their vote to vote against it because of apprehension of the whole abortion issue. However, the culture, the society is more aware and changed, and they, I think, will have a great more difficulty choosing to not support this. And we have seen the Liberals, a few of them here and there, taking a stand now on issues like the genocide with the Uyghurs, like assisted suicide when Dr. Pulowski from Thunder Bay chose to take a stand. So it's always worth it to try to encourage these people to make the right choice. Even in regards to conscience issues, we're the only political party right now in the House of Commons that gives our entire caucus the freedom to vote their conscience, which of course should be the case regardless. And the only party that allows someone like me to bring forward a private member's bill on this issue, when really that is the whole essence of a private member's bill. So I just chose to go ahead and do it regardless, but I have the support of my party and my leader in doing so. Alors, Mme Wagantall a répondu à la question, est-ce qu'il y a des pressions sur les députés de se conformer aux volontés des chefs pour ce qui est de ce projet de loi-là? Elle dit oui, et elle en a eu l'expérience avec son projet de loi, ancien projet de loi nommé Cassie's Law, qui visait à protéger la mère d'un enfant qui se fait battre parce qu'elle était enceinte et que si jamais l'enfant décédait ou que l'assaut contre une femme enceinte serait davantage puni qu'une autre situation. Donc, une certaine reconnaissance de cet enfant-là et qu'elle a vu que tous les partis avaient obligé aux députés de voter contre, sauf le Parti conservateur qui est le seul parti à respecter les consciences des députés quand le projet de loi a affaire avec la morale ou l'éthique. Et donc, elle reconnaît cette pression-là, mais elle dit que au sein de son parti, ce n'est pas un problème. Elle a présenté son projet de loi sans vraiment se soucier des opinions du leadership parce que le Parti conservateur protège la liberté de conscience de ses députés. Thank you for that answer, Kathy. And it's a hopeful answer there as well. So thank you for that. The next question, I'll preface with a little bit of background, and that has to do with the fact that this particular piece of legislation that you've proposed, Bill C-33, was featured in the leadership campaigns of past Conservative Party leadership contestants. So most recently, Leslyn Lewis, who ran for the leadership of the Conservative Party, featured banning sex-selective abortions in her policy platform for the leadership. Prior to that, Brad Trost and Pierre Lemieux included a ban on sex-selective abortions should they become prime minister in their Conservative Party leadership campaign. And furthermore,
this is official party policy within the Conservative Party policy book right now, and has been since, I believe, since the Vancouver National Policy Convention in 2017. So this has been official party policy for the Conservative Party for, what is that, 4 years, and, or sorry, 5 years, I think, since 2016. So given the strong support that the Conservative Party has given to this idea of banning sex-selective abortion, do you expect that it will be a unanimous vote in favor of your bill from Conservative MPs? Alors, pour répéter la question de Jack, ses commentaires préalables étaient que au sein du Parti conservateur, pour la course au leadership, il y avait Leslyn Lewis qui avait mis une loi ou une promesse de combattre l'avortement sexo-sélectif dans sa plateforme. Il y avait aussi Brad Trost et Pierre Lemieux dans une élection pour la chefferie antérieure qui avaient aussi promis d'éliminer cette pratique-là en tant que premier ministre ou en tant que leader du Parti conservateur. Et en plus, depuis le congrès du Parti conservateur à Vancouver, il y a 5 ans, cette politique d'enrayer la pratique de l'avortement sexo-sélectif fait partie des politiques officielles du Parti conservateur. Donc, voilà. Can you repeat the question, Jack? The final question. Yes. Sorry. The final question was, given all this conservative support for the principle of your bill, right, do you expect that it will be a unanimous vote by conservative MPs? Alors, est-ce que, étant donné tout cet appui à ce genre de projet de loi, est-ce que Mme Wagantall s'attend à un vote unanime de la part des députés conservateurs en faveur de son projet de loi? Okay, thank you for the question, Jack. One of the reasons that I am in the Conservative Party, well, there's many reasons, but one of them is that this is the only party that does not prevent you from even running in a nomination to become a member of Parliament if you have a pro-life perspective. So this is my party, and I am really pleased to say that I think we also do something that I am sure the Liberal Party is not doing right now in the way that I see them governing, is that we have true debate within our caucus on absolutely anything and everything. And if at the end of the day, we're still, trying to make a determination, trying to come together, someone will say, you know what, why doesn't anybody who wants to come to my office, it might be the shadow minister or someone related to the file, and say, let's continue this discussion. And so I think it's very healthy the way we do things, and that we support individual members of Parliament representing their ridings and representing their own consciences. And that being said, I believe that gives us room to negotiate. And I'm very hopeful. I know with Cassie and Molly's law, there were 2 that voted against and 1 that abstained. So I give them that right and that privilege. Same on the issue of medical assistance in dying. We had some that supported the first legislation, but then when it came back from the Senate and was even worse, they no longer supported it. So I am hopeful, and I am working hard to communicate. And like Hannah and I were speaking, there are things that people don't know. We fall for these myths. We fall for these one-liners. Well, I would never tell a woman what to do with her body. I go, where'd you get that? It's called CBC, right? So regardless, I'm very confident that I will have the support of the vast, vast majority of my party. Alors, Mme Wagantall est très confiante d'avoir une grande majorité des députés qui vont voter en faveur de son projet de loi. Elle affirme que son parti est parmi les seuls partis politiques principaux à même permettre à des personnes qui ont une perspective pro-vie d'être candidats pour le parti, et que le débat
est une valeur profonde du Parti conservateur. Alors, avec tout cela, elle est très confiante que, comme pour le cas de Cassie's Law, elle va pouvoir avoir une très grande majorité des députés qui l'appuient. Peut-être un ou deux ne vont pas le faire, mais elle a espoir qu'une très grande majorité va l'appuyer. Thank you, Kathy. Merci, Kathy. The next question comes again from Marielle, and it is, I'll read it first in French. J'aimerais vous remercier, Madame Wagantall, de prendre position pour protéger la vie. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on pourra voir l'avortement complètement banni au Canada? Est-ce possible de détourner tout cela, vu que nous n'avons pas de loi comme telle pour l'avortement? And in English, I would like to thank you, Mrs. Wagantall, for taking a stand to protect life. Do you believe that one day we will be able to see abortion completely banned in Canada? Is it possible to divert all this since we do not have a law, or is it possible for this to happen since we do not have a law as such for abortion? That's a very good question. Thank you. From my perspective, as a pro-life individual, I am very hopeful of that. I am also very encouraged by the next generation of young pro-life activists and their love and their passion for continuing on with this challenge. I would say that I am very confident that we have the ability to bring the country together on things that we agree with. That's the first step. And that is, as Leslyn Lewis, you mentioned, had a number of policies, sex selection abortion, late term. On that same poll, that blue dart poll, if you go to my site and you look at it, there were other areas where Canadians want action. One of them is they want way more pregnancy counseling centers. They want doctors to have to indicate what all of the potential risks are. That's not even being done. And then, of course, with sex selection abortion as well, I'm probably forgetting something there. But what that would do would bring us to the point where I believe it would be within that first trimester, which is, to me, still unconscionable. But at the same time, I know this is going to be a long answer for you, George. Taking notes. Good. An example is Hungary. Hungary still has abortion legal in the first trimester. And Hungary is basically a Christian nation. They are working hard in the midst of everything to be a Christian nation. But what they have done, I think, is remarkable. They have found ways to bring in such strong family legislation that, one example, if a husband and wife marry and promise to have 3 children in their first 10 years of marriage, they give them a $30,000 down payment on a home, a $30,000 very low interest line of credit. The two of them, if they earn the average income, pay no taxes. They have a high consumption GST tax. So if people can afford 3 TVs, they pay more taxes on that. And then this family, if they have a 4th child, the woman, no matter what income she earns for the rest of her life, pays no taxes on her income. And they're given a van. That's a new move by the Hungarian government. And abortion has gone way down, and the value of the family has come up. And I think we have wonderful opportunities there as well to bring in really strong family legislation to impact this as well. And as we build relationships, as you can see, this particular issue is supported by 84% of Canadians. That means the pro-life community is about 13% of that. So we have a job to do here to build relationships and build communication. It's that 16% on the far end that are the radical
pro-abortion. As my friend Jeff, who lost Cassie and Molly, says, he's very angry. They're not pro-choice, he said. They're pro-abortion. So I would say we have to look at this always with prayer and hope, but at the same time, I will not be like the Liberal government who has forced attestations on Canadians, where if you don't agree with their views on LGBTQ and abortion, you as a Canadian organization cannot get funding from your own tax dollars. This kind of behavior is criminal. So I am very hopeful, and I am confident that maybe in my lifetime, we will see a huge change here. Alors, Madame Wagantall, d'abord, observez que, bon, la question était, est-ce que nous allons voir l'interdiction complète de l'avortement au Canada dans un futur prévisible? Elle a parlé plutôt de points consensuels. Il faut travailler pour des projets de loi qui peuvent trouver un grand consensus dans la population telle qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, beaucoup dans la population veulent qu'il y ait plus de centres de grossesse, des centres qui vont aider les femmes enceintes en difficulté. Ça, c'est un point sur lequel beaucoup de gens sont d'accord. Ensuite, que les médecins, les gynécologues et autres informent davantage la femme sur tous ses choix possibles, y compris l'adoption ou autres moyens, donc un consentement davantage éclairé, plus éclairé. Et finalement, elle cite le succès de la Hongrie comme un paradigme ou la façon de faire. Donc, le peuple hongrois, pour réduire son nombre d'avortements, il a d'abord investi énormément dans une politique familiale très favorable à la famille. Donc, beaucoup moins d'impôts pour la famille, des avantages fiscaux de toutes sortes. Une famille qui débute, un homme et une femme qui s'engagent pour le mariage, ils ont des prêts de 30 000 $ sans intérêt ou à très faible intérêt, un autre 30 000 pour la première maison qui est versée directement, et une famille avec 4 enfants et plus, la mère n'aura jamais à payer d'impôts, qu'importe son revenu, pour le reste de sa vie. Alors ça, ce sont des moyens pour vraiment renforcer la famille et ainsi réduire l'avortement. Et c'est des moyens que personne ne contestera. Parce qu'elle dit qu'au Canada, bien que les pro-vie soient environ 13% de la population, il y a 16% de pro-vie, c'est-à-dire, pardon, les pro-vie sont 13%, mais 16% sont carrément pro-avortement. Ce sont des gens acharnés en faveur de l'avortement. Et c'est très difficile de leur tenir tête dans cette guerre pour le bien. Alors, elle dit, elle continue d'avoir espoir et confiance. Et dans la prière, elle veut vraiment que les choses changent. Elle croit que peut-être, comme la Hongrie, le Canada aura peut-être des lois qui encadrent l'avortement au premier trimestre. Mais au-delà de cela, elle espère peut-être avant la fin de ses jours qu'elle verra plus de changements. Mais pour l'instant, elle croit que ce sont des projets de loi consensuels comme les centres de grossesse, comme le consentement éclairé et comme les politiques pro-famille de la Hongrie qui sont les formules à suivre pour le moment. Bravo. Thank you for that answer, Kathy. That was great. It's very encouraging to hear, especially what Hungary is doing with their pro-family legislation and policies to encourage more children to be born into families. That's wonderful. We have a question from Linda, and it's kind of a process question. So Linda is wondering how it is possible for Bill C-233, your bill, to be implemented if abortion is currently legal in Canada? Like, I guess the question is that an obstacle, the fact that abortion is legally permitted in Canada?
is that somehow an obstacle to your bill passing? Now, before you answer, though, I'd just like to clarify one thing for all our viewers, and that is just a small technical thing. In Canada, there is actually no law. It's imprecise to say that abortion is legal in Canada. It's not legal. It's just not illegal. There's actually no law whatsoever. We're literally a lawless nation in Canada with respect to killing children in the womb. So again, translation, please. Is the fact that abortion is legally permitted in Canada, is that somehow an obstacle to Bill C-233 being passed? Translation, please. Alors, la question procédurale de la personne, c'est puisque l'avortement est permis au Canada de la conception à la naissance, ne serait-ce pas un obstacle pour le projet de loi de la députée Wagantall que d'avoir cette permission de la conception à la naissance? Est-ce que c'est un problème pour son projet de loi? Yes, correct. What Jack has said is absolutely true. People think there are laws that permit abortion in Canada. There are no laws. So the fact that there is no law means that there is no rulings whatsoever. You can have an abortion in Canada from the moment of conception till the child is partially delivered from your body. And people do not understand this. They do not realize that that is the fact in Canada. And when they find out, including pro-choice people, they are appalled. And so that is, again, an area that we have room to build unity and consensus on the issues around abortion in Canada. I have members of Parliament that stand up in the House that are lawyers that say those words, it's legal to have, abortion is legal in Canada. And that is misleading Canadians. Alors, en effet, beaucoup de personnes se trompent sur ce sujet-là. Ce n'est pas vrai que l'avortement est légal au Canada, car vraiment, il n'y a aucune loi traitant de l'avortement au Canada, ce qui permet l'avortement. Donc, c'est une nuance, mais c'est important de comprendre cela, parce que puisqu'il n'existe aucune loi au Canada, c'est un vide juridique. Et l'avortement est permis de la conception jusqu'à la naissance, et même si l'enfant est sorti en partie de l'utérus, il peut quand même être tué au Canada. Donc, et quand les gens entendent ça, y compris les pro-avortement, pro-choix, ils sont scandalisés. Et donc, Mme Wagantall est surprise d'entendre que même des personnes qui ont une formation juridique, des avocats, se lèvent en chambre et disent que l'avortement est légal au Canada. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la façon de parler, c'est incorrect, c'est qu'il n'existe aucune loi sur l'avortement au Canada et qu'il n'a qu'un vide juridique qui en soi est injuste puisqu'il permet la mise à mort de l'enfant à naître de la conception jusqu'à la naissance. So I didn't really answer her question. So my bill would be the very first law in Canada, if it passed, to put some restrictions on abortion in Canada, and we would then not be the only democratic country in Canada with no laws on abortion. Donc, pour répondre à la question, son projet de loi serait en effet la première loi qui encadrerait l'avortement au Canada. La première mention, disons, de l'avortement dans le Code criminel canadien, qui empêcherait l'avortement dans un cas précis, qui est celui de l'avortement par sélection selon le sexe. Donc, voilà, ce serait la première fois au Canada, depuis, disons, Morgentaler en 88, qu'il y aurait une loi qui encadre l'avortement. Okay, thank you, merci for that answer. And I think this will be the very last question because we know, Cathy, that you have another event at 9 o'clock and you do have to leave us very soon. So very last question here. Zach is asking, what happened in 1969 with respect to the law about abortion
with Pierre Elliott Trudeau. Can you clarify? So I'd imagine it sounds like Zach isn't too familiar about the history of abortion and what happened in 1969. So if you care to give a short answer for that, and translation, please. Alors, une question de Zach. Il voulait savoir, en 1969, que s'est-il passé exactement avec la loi sur l'avortement? Quelle sorte de loi était-ce? Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Sure. Well, first of all, what happened was with the Morgentaler case that what was put into question was the parameters around a woman having the opportunity to have an abortion. So you had to meet criteria to be able to have that abortion take place. And what the courts deemed was that the parameters around a woman having an abortion were too strict. And so the requirement was that they needed to be lessened. So it wasn't about whether abortion should take place or not. It's that the parameters around it were too restricting for women. And so the decision was that they struck down what existed, and the expectation was, and the responsibility was on government to bring in new legislation. And with that, actually, it was also deemed by the Supreme Court that some protections for the fetus, as they said, needed to also be brought into place. And of course, Pierre Elliott Trudeau himself said that, this was a killing of a human, basically, I'm paraphrasing, and that, we needed to take responsibility for this. So unfortunately, right through since then, even with the Mulroney government in an attempt to bring in some legislation around the issue, it was so, people really, truly were very polarized, and basically nothing was able to be achieved at the Senate. The bill that went before the Senate was defeated, and since then we have never been able to bring a law in because of the apprehension created within the political system by political parties as much as too political. It has been used ever since as a wedge tool. And my perspective on that is it's time for that to change. We can't allow the media and political parties to use this as they have in causing us to be back on our heels, when really we represent the needs and the views of the majority of Canadians. Alors, Madame Wagantall a répondu que en 1969, il y a eu une première loi qui dépénalisait l'avortement, mais cette loi demandait que la femme se présente devant un comité de médecins et que ce comité-là devait décider à partir de plusieurs critères si l'avortement aurait lieu ou non. Et en 1988, dans la décision de la Cour suprême Morgentaler, donc la Cour suprême a décidé que cet encadrement de l'avortement était trop contraignant, et donc tout ce système de loi devait être rayé des lois canadiennes. Alors, à partir de ce moment-là, 1988, les lois votées en 69 ont été effacées carrément, et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de loi. Même si la Cour suprême, à ce moment-là, a dit que, selon nous, un futur gouvernement pourrait bien présenter un projet de loi pour encadrer l'avortement, et le gouvernement a intérêt à défendre, dans une certaine mesure, le fœtus. Donc, la Cour suprême avait demandé qu'on protège l'enfant à naître d'une certaine manière, mais ça n'a jamais fonctionné. Le gouvernement de Brian Mulroney, conservateur de l'époque, après la décision de 1988, a tenté de présenter un projet de loi et ça n'a pas fonctionné. Au Sénat, il a échoué.
Et depuis ce moment-là, l'avortement, on l'utilise comme un moyen de diviser l'électorat, de vraiment rendre toxique le débat. Donc, c'est à partir de ce moment-là que l'avortement était comme évité comme sujet, parce que c'était conçu comme étant trop toxique. Mais Mme Wagantall maintenant affirme qu'on a tourné la page et sur ce sujet-là d'avortement sexo-sélectif, une grande majorité veulent voir disparaître cette pratique. Donc, allons de l'avant. Okay, thank you very much, Kathy, for that answer, and merci. And just like to ask Hannah from our Ottawa branch of Campaign Life Coalition to please close us off in prayer. And we want to thank everyone here for joining us and listening to Kathy's very important initiative here to ban sex-selective abortion. So Hannah, over to you, please. Merci. So thank you all very much. Merci beaucoup à vous être joints à nous ce soir. Okay, let me do. So do I do it in French or in English and one translate, or should I do it in both languages again? Do both, maybe it's easier. Okay, let me begin then. Thank you, Father, for bringing us all together to hear Cathay Wagantall's story in her efforts to end sex-selective abortion in Canada through the bill that she presented in Parliament. Please bless her efforts, bless our efforts in supporting her, and may this bill come to fruition, and may it pass as law and provide the beginning of protection for preborn children in Canada. Donc, merci Seigneur pour nous avoir réunis ici ensemble, pour nous avoir permis d'entendre l'histoire de Cathay Wagantall et du projet de loi qu'elle a présenté à la Chambre des communes, qui pourrait être le premier élément de la protection de la vie des enfants à naître au Canada, suite au changement de 1969. On vous prie, Seigneur, de bénir les efforts de Cathay Wagantall, de bénir les efforts de la communauté pro-vie dans le support qu'on peut lui offrir, et que cette loi puisse effectivement aboutir et qu'elle puisse effectivement devenir ce premier élément de la protection de la vie des enfants à naître au Canada. We ask this in Jesus' name, au nom du Seigneur. Amen. 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 Amen.